Merci à tous d'être présents. Peut-être pour compléter ce que tu disais, effectivement, l'objet de cette rencontre aujourd'hui, c'est effectivement né de ces réflexions qu'on a actuellement sur un projet bien particulier dont on va parler un petit peu, mais aussi de deux conférences auxquelles on a assisté ces derniers mois. L'une à Paris, donc qui était, cette pièce est en cours de maintenance, merci de votre compréhension, qui était organisée donc par le PAMAL, qui est un centre qui est spécialisé dans la préservation des arts médiatiques, et également c'était conjointement organisé par le LabEx H2H, donc qui dépend de Paris 8, dont nous avons deux illustres représentants aujourd'hui, Mehdi et Alexandra. Donc ça, c'est une première colloque à laquelle on a participé, puis on a pu glaner énormément d'informations sur les stratégies d'archivage de plutôt, là c'était d'objets de littérature numérique. Il était davantage question, mais quelque part ça peut s'appliquer à tout objet numérique, le web ou artistique. Et également, on a participé il y a peu avec donc Sylvain à une conférence qui était au Centre Phi, donc il n'y a pas longtemps, le 5 mai, qui s'appelait Mémoire numérique, Update or Die. Et donc là, qui a invité non pas des universitaires à réfléchir sur ces questions-ci, mais c'était vraiment des gens de l'industrie culturelle davantage. Donc il y avait par exemple le fondateur d'archive.org qui était présent, il y avait le responsable, tout ce qui est de l'archive au sein d'Ubisoft, il y avait le directeur de la section culture de Google, puis il y avait également énormément de conservateurs de musées qui provenaient du Tate Museum, du Whitney Museum, qui étaient spécialisés dans les collections digitales. Donc là, c'était vraiment une optique plus de praticiens sur leur pratique au quotidien. Donc suite à ça, avec Sylvain, donc on s'est dit que ce serait peut-être intéressant, non pas de vous transmettre les fruits de notre réflexion, mais plutôt de vous faire un compte-rendu de ce qu'on a pu apprendre. Donc on veut ça rendre le plus vivant possible, donc si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à nous interrompre, à compléter notre propos avec d'autres exemples, n'hésitez vraiment pas, soyons pas trop formels, quoi. Donc conserver les contenus numériques et maintenir leur accès. Donc il y a un certain nombre de postulats de départ qu'on a pu identifier. Donc l'un des premiers, c'est les contenus présents sur le web sont par définition éphémères, puisqu'ils sont sujets à des modifications technologiques, à des choix, des contraintes matérielles. Donc tout cela est traversé aussi par la multiplication, bien évidemment, et l'obsolescence des technologies, les multiples mises à jour, etc. Vous êtes vous-même bombardé tous les jours de mises à jour. Vous ouvrez votre navigateur, on vous demande de vous mettre à jour. Vous ouvrez une application, on vous demande de vous mettre à jour. On est tout le temps en train de vous demander de vous mettre à jour. Donc vous êtes en permanence en train de faire évoluer vos propres systèmes. Et bien évidemment, l'évolution de ces systèmes induit que les technologies sont différentes et que ça rend d'autant plus difficile, en fin de compte, l'archivage de ces technologies, de par leur multiplicité et leur obsolescence. Notamment concernant les mises à jour, dernièrement, vous savez, il y a eu ce virus WannaCry qui attaquait spécifiquement une version de Windows que Microsoft avait décidé d'arrêter de mettre à jour. Donc il y a aussi une incidence directe, je veux dire, sur l'utilisation de vos propres outils par rapport à la multiplication de ces mises à jour quand on souhaite les utiliser de manière un petit peu détournée, quoi. Une autre complexité pour archiver le web, c'est la décentralisation. Donc, c'est-à-dire, c'est vraiment un système de rhizome. Un contenu peut être lié à n'importe quel contenu, etc. Donc, quand il s'agit d'archiver quelque chose qui est présent sur le web, bien évidemment, on n'archive pas un seul outil, mais on va archiver idéalement aussi l'ensemble de l'écosystème dans lequel il s'inscrit, si on veut véritablement rendre, en fin de compte, l'expérience et le contexte dans lequel a évalué l'objet qu'on souhaite archiver. Donc c'est ce que je dis un peu plus bas, c'est ça, ça évolue généralement dans un écosystème complexe. On peut aussi penser à d'autres choses qui ne sont pas purement techniques dans les écosystèmes. On peut penser à des communautés qui s'intègrent au sein d'écosystèmes numériques. Si on oublie la communauté lorsqu'on archive l'objet, est-ce qu'on n'est pas en train d'oublier une grande partie finalement de l'information qui est essentielle à l'objet qu'on cherche à archiver? Une autre difficulté, c'est effectivement le niveau de productivité jamais atteint. Tous les jours, il y a des milliards de contenus web qui sont créés. Comment on fait pour tout archiver? Donc après, il y a des questions qui vont devoir se poser. Qu'est-ce qu'on archive? Est-ce qu'on doit tout archiver? Si on archive juste une partie, comment décide-t-on de ce qu'on doit archiver, etc. Donc il y a des vraies questions qui se posent, notamment quant à la masse qui nous est proposée. Donc ça, c'est un peu les difficultés, entre guillemets, inhérents au web. Là, ça va être plutôt davantage ce qui serait bien de faire. Donc l'idée dans l'archivage du web, c'est toujours de maintenir
un accès. C'est la notion véritablement d'accessibilité. Toujours offrir un accès au contenu, peu importe en fin de compte à quel moment ils ont été diffusés, et ce au plus grand nombre et de manière libre, toujours dans l'esprit en fin de compte originel d'Internet. C'est extrêmement urgent actuellement d'intervenir parce que tous les jours il y a des milliards, aussi bien des milliers de contenus qui sont créés, mais des milliers qui disparaissent aussi. Et là on perd véritablement une trace du patrimoine numérique qui est perdu définitivement, quoi. Donc l'idée c'est d'agir assez rapidement quand même. Et là, la prise de conscience, justement, est en train de se faire, et un certain nombre de stratégies sont en train d'être développées depuis plusieurs années, qui découlent de milieux assez confinés, entre guillemets. C'est soit la communauté universitaire de chercheurs qui se posent des questions sur ces sujets-là depuis quelques années. On a également, on va dire, plutôt les praticiens de l'industrie numérique, qui également, dans leur quotidien, se posent ce genre de questions. Puis il y a également des institutions qui commencent à embarquer, publiques ou privées, donc soit des fondations. On peut penser à toutes les fondations qui développent des outils open source, à archive.org, qui prend vraiment ce problème à bras-le-corps. Mais il y a également des initiatives plus institutionnelles, publiques, entre guillemets, qui commencent à avoir lieu. Notamment, il y a un projet qui s'appelle Software Heritage, qui est mené de concert avec un groupe français de chercheurs dont j'ai oublié le nom malheureusement, et l'UNESCO. Ils viennent de signer une convention. Et ils ont pour objectif, en fin de compte, d'archiver le code source du patrimoine logiciel mondial. Donc l'idée est de pouvoir enregistrer le code source au sein de leur répertoire pour pouvoir conserver une trace, en fin de compte, de ce patrimoine logiciel. Et donc oui, c'est ça. Donc la préservation des objets numériques, ce n'est pas s'intéresser à archiver le passé, mais c'est plutôt s'intéresser à archiver le futur. Donc l'idée, c'est, vous allez voir, de beaucoup être dans l'anticipation par rapport à cette notion d'archivage. Alors pourquoi archive-t-on ? Donc pour conserver une trace du patrimoine numérique, pour maintenir cette accessibilité au plus grand nombre, et puis aussi pour permettre bien sûr la réexploitation de ce corpus et son partage avec d'autres. Que doit-on archiver? Ça, c'est une des grandes questions. Donc, alors, vous verrez qu'on a beaucoup de questions, mais pas forcément de réponses. Est-ce qu'il faut archiver la totalité du contenu qui est présent? Certains ont pris ce parti, je pense notamment à archive.org, où ils ont décidé d'archiver tout le web, au complet. Donc, c'est un travail absolument monstrueux, mais ils archivent tout sans prendre de décision si oui ou non c'est pertinent. Tout est pertinent par défaut, selon eux. Ou il faut plutôt archiver les éléments qui sont représentatifs. D'un contexte particulier, d'une époque, d'une technologie. Dès lors qu'on est dans un choix, en fin de compte, on va plutôt archiver des éléments particuliers. Assez rapidement, dans les conférences auxquelles on a assisté, les gens parlaient de notion de canon. Faut-il instaurer un canon, finalement, qui serait comme un référentiel qu'on pourrait apposer pour prendre des choix en termes d'archivage? Quel type de canon? Qui va édicter ces canons? Est-ce que c'est un canon unique où il doit être multiple en fonction des objets qu'on a archivés? Il y a tout un tas de questions qui se posent à ce niveau-là. Donc, au-delà des contenus, quand je parle de contenu, ça peut être aussi bien un texte qu'une application, donc un objet numérique. Doit-on archiver le contexte dans lequel évolue cet objet? Et doit-on archiver l'expérience qu'on fait de l'utilisation de cet objet? Donc on aurait plus tendance à dire oui, mais en tout cas, il y a des vraies réflexions qui sont menées sur ces aspects-ci. Et un autre point qui est intéressant, c'est aussi, doit-on archiver, plutôt conserver la matérialité des supports de diffusion? Donc en gros, si j'ai un vieil ordinateur et que je veux absolument faire tourner mon site sur ce vieil ordinateur avec un vieux système d'exploitation, alors dans ce cas-là, j'aurais peut-être besoin de conserver des supports en sachant qu'ils peuvent peut-être ne pas fonctionner. Donc peut-être je pourrais utiliser l'émulation qui me permettrait de simuler un ancien environnement. En tout cas, il y a cette question aussi du matériel. Qui est responsable de cet archivage? Alors, est-ce que ce sont les producteurs de ces objets numériques eux-mêmes? C'est-à-dire, doit-il anticiper dans la production de ces objets l'archivage futur? C'est possible, notamment en envisageant d'utiliser un certain nombre de technologies spécifiques ou des standards, donc d'anticiper. Est-ce que ce sont plutôt les professionnels de l'archivage, les archivistes ou les documentalistes? Par rapport à ce qu'on a entendu, les gens avaient plutôt une posture à dire que non, c'était pas trop leur travail. En tout cas, de s'intéresser initialement à ça, ils doivent le conserver, mais il faut leur proposer des outils par défaut qui leur permettraient d'archiver. Est-ce que ce sont les institutions qui doivent prendre ça en compte?
Il y en a de nombreux, notamment, vous allez voir, on va prendre des cas qui sont vraiment liés à l'histoire de l'art ou à l'art. Les musées sont très avancés sur l'archivage d'objets numériques, il y a des fondations, etc. Le public doit-il également être lui-même quelqu'un qui archive son propre contenu dès lors que c'est sur le web ou d'autres? Et surtout la grande question, qui doit financer ces projets d'archivage? Alors, il y a différentes stratégies d'archivage, c'est ça qu'on va vous présenter. Donc, on va y aller un par un, quoi, puis à chaque fois avec des exemples. Quoi. Donc, maintenant qu'on a vu le pourquoi archiver, donc qu'est-ce qui peut être archivé, qui peut être archivé, donc on va vraiment se concentrer sur le comment et on va décliner plusieurs stratégies concurrentes. Je dois mentionner d'emblée qu'il n'y a pas nécessairement une stratégie qui est meilleure que l'autre, donc il n'y a pas un jugement de valeur sur une stratégie ou une autre. Et parfois, ces stratégies peuvent être combinées. Donc, dans certains cas, ça peut être difficile de trancher exactement ce que c'est plutôt un type ou plutôt l'autre. Donc, on va regarder plusieurs ensemble et puis on va voir des exemples concrets pour chacun des cas. Mais d'emblée, on peut vous dire, donc, la conservation est une stratégie. On peut parler d'émulation aussi. On peut parler de migration, de documentation. Donc, il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut voir et on va décliner chacun d'entre eux dans les prochaines minutes. Au niveau de la conservation, donc la conservation, c'est un peu le mode par défaut dans le domaine des musées. Donc, traditionnellement, ce que les musées font, c'était de conserver des pièces matérielles, donc essentiellement peinture, installation et tout ce qui peut être conservé dans un musée. Évidemment, avec toutes les questions qui sont en vue avec le numérique, il y a des stratégies qui ont dû être adaptées, de nouvelles stratégies qui ont dû voir le jour pour pouvoir mieux répondre là, aux besoins. Une chose qu'on peut dire, c'est que c'est pas d'hier qu'on se pose ces questions-là ici. Et là, j'ouvre une petite parenthèse. Donc, lorsque je regardais la conférence avec Robin au Centre Phi, je me disais, bon, moi, j'ai déjà entendu ça, ces domaines-là. Donc, émulation, réinterprétation, c'est et puis, j'ai fouillé dans mes propres archives, j'ai trouvé donc ce document de 2003, donc bien conservé. Je m'amuse à vous le faire circuler entre vous. Donc, c'était la Fondation Daniel Langlois et le Guggenheim à New York à l'époque qui avait déjà réfléchi à ces questions. C'était vraiment dans les débuts, donc il y avait vraiment un gros boom entre 1995 et 2000 là, de production numérique. Et on se demandait qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces œuvres ici. Donc, au niveau de la conservation, donc ce que je peux mentionner au niveau de la conservation, donc, on dit que c'est une stratégie qui est vraiment conservatrice, entre guillemets, puisqu'elle est utilisée depuis très longtemps. Mais aussi, ça implique de mettre en entrepôt, finalement, plusieurs éléments qui sont des parties constituantes de l'œuvre. Ça peut être autant des éléments matériels que des éléments numériques. Et on donnait un exemple à l'époque. Donc, si une œuvre était faite à partir de tubes fluorescents, donc pour pouvoir utiliser cette stratégie de conservation-là, ça impliquait de conserver donc un certain nombre de ces tubes. Lorsque les tubes fluorescents ne sont plus en production, lorsque la production est interrompue, donc on doit stocker un certain nombre de ces éléments-là dans des caisses pour pouvoir plus tard, donc 5, 10 ou 15 ans plus tard, les ressortir et réactiver l'œuvre à nouveau. Malheureusement, il est possible que certains éléments cessent de fonctionner quand même. Donc, on a beau conserver des ordinateurs, et, des vidéodisques, tout ça. Donc, il est possible que certains éléments lâchent à travers le temps. Et dès qu'un élément flanche, on perd l'accessibilité à l'ensemble de l'œuvre. Donc, cette idée d'œuvre complète qui n'est plus accessible dans la conservation. Ça ne s'arrête pas là. Donc, pour ce qui est de la conservation, c'est non seulement les éléments physiques, mais aussi tous les éléments du matériel informatique derrière. Et là, on doit penser un peu plus loin. Donc, non seulement conserver le code de l'œuvre, mais aussi tout ce qui roule sur la machine même, donc qui habite l'œuvre en direct. Donc, ça implique le système d'exploitation, est-ce que c'est un Mac, un Windows, un Linux. Toutes les librairies qui ont été utilisées pour faire fonctionner l'ordinateur, donc on doit en faire une copie pour pouvoir plus tard les ranimer. On doit faire des backups, évidemment, de tout ce qui est sur l'ordinateur et même des images disques. Donc, image disque, c'est un fichier qui comprend la totalité de tout ce qu'il y a sur un ordinateur ou sur un disque dur. Donc, en le remettant, je peux avoir l'entièreté de tout ce qu'il y avait, y compris système d'exploitation, logiciel et fichier même. Avec une image disque, on a l'espoir de pouvoir prendre l'entièreté du contenu d'un ordinateur et le copier sur un autre équivalent qui serait compatible avec lui. Donc finalement, on doit conserver tous ces éléments, autant donc en informatique
que matériel pour pouvoir prétendre à une bonne conservation. Lorsqu'on était au Centre Phi pour la conférence mémoire numérique, donc il y avait une invitée du Tate Museum qui était spécialisée en conservation d'œuvres numériques qui nous présenter différentes approches, donc différentes façons de faire qu'ils ont adoptées. Là encore, donc ça recoupe un peu ce qu'on avait vu par rapport à Variable Media Strategy. Donc, à l'époque, il y avait l'idée d'établir un questionnaire pour les artistes. Donc, lorsque les artistes, du vivant des artistes, pouvoir parler avec eux et leur demander, pour chacun des éléments de l'œuvre, est-ce que c'est important ou pas? Donc, par exemple, si je change un tube fluorescent, est-ce que changer de marque a un impact sur l'œuvre? Donc, puisque les artistes remettent sur scène souvent leurs œuvres au cours de leur carrière, comme ça. Donc, ils prennent au quotidien des décisions, comme ça. Ils doivent dire, bon, peut-être que certains éléments peuvent changer. Si j'ai un téléviseur, est-ce que je peux changer la forme de l'écran? Donc, est-ce que ça implique l'œuvre ou si c'est pas plus grave que ça derrière? Donc, au niveau du Tate Museum, l'entrevue avec l'artiste est hyper importante pour la conservation. Donc, non seulement on conserve le matériel physique, on conserve le matériel informatique, mais on demande aussi, donc on discute avec l'artiste et le programmeur pour leur demander, donc est-ce qu'on doit conserver exactement la même résolution d'écran? Est-ce que le ratio peut être changé ou c'est important qu'il demeure exactement le même? Donc, on donne un exemple où, par exemple, il y avait une œuvre affichée qui était faite à partir d'un écran de Mac, duquel on avait enlevé le coffre. Donc, on avait simplement un écran avec des circuits électriques qui dépassaient. Donc, évidemment, lorsque ce Mac n'est plus produit, maintenant qu'on a des nouveaux Mac, est-ce que je peux reproduire le même concept ou si je dois prendre l'élément original pour que ce soit de la même forme, de la même taille, ou si je peux simplement prendre l'idée d'un écran d'ordinateur. Donc, ça, c'est une distinction qui est importante. On peut voir aussi, donc, si jamais des éléments deviennent obsolètes, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut les remplacer? Est-ce qu'on doit les stocker? Et quelles sont les limites aussi de ces éléments-là? Donc, par exemple, si on a une œuvre qui imprime des morceaux de papier, par exemple, et qu'un certain format est requis, donc est-ce que je peux stocker une infinité de bobines particulières de ce format-là, ou si je peux le remplacer par d'autres éléments? C'est un exemple qu'on va voir tout à l'heure. Et on peut aussi, c'est aussi important d'évaluer la préservation qui est effectuée, donc rester en contact avec l'artiste si l'œuvre revient, qu'on puisse vraiment voir si donc le travail de conservation a été bien effectué derrière. Et est-ce qu'on peut finalement revoir l'œuvre? Donc est-ce que l'œuvre sera accessible à nouveau? C'est un peu l'élément de base ici. Évidemment, donc ça va être envisagé au cas par cas avec les artistes. Certains sont très ouverts au changement de leurs œuvres, certains sont très très stricts. Et c'est important de respecter la valeur, puisque c'est un peu l'artiste qui donne cette valeur-là à l'œuvre qui est conservée derrière. Évidemment, donc, on doit aussi prendre un certain nombre de notes sur la création de l'œuvre pour pouvoir la recréer plus tard. Donc, tout ce qui est donc historique de la production de l'œuvre. Quelles sont les spécifications techniques originales? Donc, lorsqu'on possède ces informations-là, c'est beaucoup plus facile de retraiter l'œuvre et pouvoir la mettre à jour. Donc, quelles sont les versions, les mises à jour qui ont été utilisées? Est-ce qu'il y avait des spécifications qui étaient particulières lorsqu'on avait l'ordinateur ou si n'importe quel ordinateur équivalent peut faire l'affaire? Quel est le fonctionnement attendu de l'œuvre, évidemment? On peut aussi voir donc s'il y a certains risques qui peuvent être contournés ou mitigés. Et c'est important de conserver l'expérience utilisateur aussi pour que les personnes puissent avoir exactement la même texture. Et parfois, c'est important de voir jusqu'à quel niveau de détail qu'on peut aller. Donc, lorsqu'on affiche une vidéo dans un musée à très grande définition, donc jusqu'à quel point on doit aller, quel est notre niveau de tolérance par rapport à différents résidus. Donc, si on change de format, est-ce que ces questions-là peuvent nuire à l'œuvre? Donc, tout ça, ça impacte nos décisions et ce qu'on peut faire avec la préservation. Quelques faiblesses, évidemment, de cette stratégie-là, c'est qu'on perd le contexte particulier, original. Donc ça, c'est l'impact, c'est de plus en plus présent au niveau des œuvres d'art numérique, notamment celles qui sont faites en réseau. Donc, s'il y a une communauté d'impliqués, évidemment, il peut être très difficile de la reproduire. Donc, l'exemple qui était donné dans la conférence, c'était une œuvre d'art en ligne qui était la phrase la plus longue, donc la phrase la plus longue en ligne. Donc, il y a eu différents débats sur là-dessus. Est-ce qu'on doit conserver, par exemple, dans la phrase la plus longue, il y avait des liens vers la Maison Blanche, par exemple. Donc, là, quel est le cœur du lien à ce moment-là? Est-ce que c'est la référence à
une administration en particulier ou ça peut être n'importe quel lien équivalent. Donc on doit se demander est-ce qu'on doit mettre à jour l'œuvre ou est-ce qu'on doit plutôt faire survivre l'idée de cette œuvre-là qui était en fond de collaboration. Et on peut voir que dans ce cas-ci, les deux stratégies ont été mises en parallèle. Donc il y a une version avec les liens originaux, qui sont pour la plupart brisés maintenant, et une version mise à jour, donc qui continue de rouler et qui elle évolue. Donc il y a vraiment deux clones, deux branches de la même œuvre derrière. Par contre, ça nous montre que ces stratégies-là sont complémentaires et qu'on n'a pas à faire un choix directement, mais qu'on peut les combiner. Je vous montre rapidement une œuvre qui a été un exemple de conservation d'œuvre. C'est une œuvre de Rafael Lozano Hammer, donc un artiste mexicain établi à Montréal depuis une vingtaine d'années. Je ne sais pas si on peut faire jouer quelques secondes de la vidéo. Donc pour l'œuvre de Rafael Lozano Hammer, ce qui est intéressant, c'est que ça s'inscrit dans une évolution. Donc essentiellement, c'était de faire apparaître des mots. Donc c'était de tracer le parcours des gens dans un espace de galerie et de faire apparaître des mots sur eux directement. Donc c'est une chose à l'époque, dans les débuts, qui était plutôt difficile à faire. Donc tout le travail qui a été fait de programmation, de pouvoir tracer les gens, c'est des choses qui sont importantes et qui ont été conservées. Mais aujourd'hui, avec les outils, aujourd'hui c'est quelque chose de banal. Donc c'est un peu de l'ordre d'un travail d'étudiant de pouvoir reproduire le traçage de quelqu'un dans une pièce et faire apparaître un mot dessus. Donc c'est pour ça que dans le cas du Tate, la conservation des éléments originaux était vraiment importante pour pouvoir reproduire vraiment le feeling, donc l'ambiance originale de l'œuvre. Donc ici, ça aurait été une très mauvaise idée de reproduire ou de migrer l'œuvre, mais utiliser les éléments originaux aurait été une bonne. Une autre œuvre qui a été conservée par le Tate, Brutalissimo de José Carlos Martinez de 2007. Donc dans cette œuvre, on avait une reproduction d'un bunker militaire. Ici, donc il y a une installation en carton qui est présente dans la pièce. Il y avait un ordinateur qui était connecté à l'Internet en galerie, et qu'on voit ici en bas. Et puis, selon les requêtes qui étaient faites sur un sujet particulier, donc il y avait des billets qui étaient imprimés et qui sortaient en haut. Donc on voit du côté gauche une imprimante et les billets qui sont tombés par terre. Donc c'était un excellent cas un cas d'étude très intéressant parce que l'on on avait plusieurs questions simultanées. Donc, est-ce qu'on devait conserver la pièce physique, donc en bois ou en carton? Est-ce qu'on devait conserver l'ordinateur lui-même ou n'importe quel ordinateur peut faire l'affaire? Et dans ce cas-ci, en particulier, si je me souviens bien, donc l'artiste souhaitait conserver cette boîte noire particulière. Donc, pas avoir un laptop, pas avoir une boîte beige, mais avoir vraiment le même modèle d'ordinateur. Donc, ils ont dû en stocker pour pouvoir revenir à cette œuvre plus tard. Ils n'ont jamais pu le faire fonctionner. Ce qui est un grand problème de conservation. Mais c'est un choix, on veut vraiment conserver la matérialité de l'objet initial, mais des fois il ne peut plus fonctionner. Mais là, c'est l'artiste qui a véritablement pris cette décision, de manière arbitraire. Mais il a décidé que ça serait comme ça, qu'il ne faudrait pas y toucher, que ça ne fonctionnerait plus. Donc, on a eu le même problème avec le papier qui était utilisé, donc un papier de petite taille, une fois qu'il était épuisé, donc évidemment, donc ça pose un problème pour la reproduction de l'œuvre. Mais déjà, cette œuvre-là a circulé entre différentes villes, et à chaque ville, vu qu'il y avait des requêtes Google, le contenu était différent. Donc en Amérique du Sud, les requêtes qui sortaient de niveaux politiques étaient complètement différentes de ce qu'il y avait en Angleterre ou ailleurs en Europe. Donc déjà là, l'œuvre était très différente d'un endroit à l'autre. Et lorsqu'on souhaite la refaire, donc il faut s'attendre à ce qu'il y ait encore des changements aujourd'hui. Donc de telles requêtes produiraient d'autres résultats aujourd'hui, même si on a exactement les mêmes formats physiques derrière. Donc ça fait le tour un peu, ça donne des bons exemples en conservation, jusqu'où on doit aller pour faire une conservation raisonnable. Et on se rend compte qu'on peut se le permettre sur un nombre vraiment limité d'œuvres, donc c'est un choix. Donc on doit prendre une posture et choisir des œuvres. Alors, documentation. Donc là, bien sûr, on parle dans un environnement numérique. L'idée, c'est de récolter et de conserver la trace d'éléments numériques ou leur représentation aussi. Donc là, c'est beaucoup la notion d'art performatif. Comment est-ce qu'on peut archiver l'art performatif? Donc ça peut être l'élément en tant que tel, mais aussi sa représentation, souvent, pour une époque et un contexte particulier. Une documentation ne se doit pas forcément d'être exhaustive dans les cas de figure qu'on a vus, mais généralement, elle est plutôt représentative d'un contexte et d'une expérience particulière. Dans plusieurs cas, donc on va
pouvoir dire que c'est un peu la forme d'archivage qui survit plus longtemps, puisqu'on va se baser sur des documents qui sont un peu plus standardisés, comme des images, des choses comme ça, quoi. Ou même de la vidéo, on verra, quoi. Donc malgré une version réduite de l'expérience, hein, bien évidemment, on va avoir généralement une documentation, si on documente un certain nombre d'éléments, bah, c'est déjà un petit peu subjectif, puisque c'est la personne qui documente, qui elle-même fait un peu des choix sur ce qu'elle va pouvoir documenter. Donc on perd une expérience aussi, alors à travers ça, mais aussi à travers le fait que on ne pourrait pas interagir directement avec l'objet, puisque c'est avec sa représentation qu'on interagit. Mais on peut considérer que c'est la stratégie donc la plus pérenne. Format multiple, j'ai un peu évoqué ça. Voilà, plusieurs critiques par rapport au postulat de base. Bien sûr, on perd la matérialité, l'accessibilité au dispositif initial. Comme je vous disais, il peut y avoir aussi de la subjectivité quant à la personne qui documente. Des exemples de documentation qui sont faits un peu de l'autopromo, quoi. Donc, un type de documentation que, par exemple, l'NT2 a développé via son laboratoire, c'est des navigations filmées d'œuvres en ligne. Donc, les assistants de recherche, en fin de compte, vont sur une œuvre, ils la font jouer et ils enregistrent leur navigation au sein de l'œuvre. Donc finalement, on documente et on conserve une trace qui est une représentation de l'œuvre. Bien évidemment, je ne peux pas jouer l'œuvre. Si je veux faire un autre chemin que celui qui est enregistré, je ne pourrais pas le faire. À travers, en tout cas, l'objet documenté. Si l'œuvre est toujours accessible, je pourrais. Mais en voici un très bon exemple. Donc, on va peut-être vous montrer 2-3 exemples de notre côté. On fait deux choses. On enregistre du média, soit du son, soit de l'image, soit de la vidéo. Donc l'image, c'est des imprimes écrans des œuvres, mais sinon, vous voyez, on a également ce qu'on appelle à nous les fameuses navigations filmées. Donc où vraiment, un chercheur du laboratoire a joué l'œuvre et s'est enregistré. Donc on conserve cette trace-ci, qui nous, on considère une forme de documentation finalement. Bon, je vous passe les détails. Vous irez voir. Sinon, une autre forme de documentation, là, qui vraiment s'intéresse plus au web at large, là vous avez bien saisi, on a des exemples qui s'inscrivent beaucoup dans l'artistique, parce que les questions se sont initialement un peu posées dans ce domaine-ci. Néanmoins, il y a ce merveilleux projet qui est archive.org, où ils ont décidé d'enregistrer le web au complet pour le bien de l'humanité. Et il y a ce fameux outil que vous connaissez sans doute, là, qui s'appelle la Wayback Machine, qui vous permet en fin de compte d'aller consulter votre site. S'il était en ligne il y a 10 ans, ils ont sans doute fait un imprime écran de votre site il y a 10 ans. Quoi. Donc, il suffit de taper un URL et on lance et on verra ce qui se passe, quoi, si jamais vous y êtes. J'ai fait une petite recherche précédemment. Au NT2, on a développé une revue qui s'appelle Bleu Orange. Il y a effectivement un certain nombre de screenshots d'une vieille version de Bleu Orange qui est directement disponible sur archive.org si ça veut bien loader. Donc ça c'est le premier format de Bleu Orange. Actuellement, vous le verrez, il est... Le site ressemble à ça. Donc voilà, il y a 10 ans sépare, peut-être pas, quoi, enfin quasiment 10 ans sépare ces deux sites. Mais c'est extrêmement intéressant parce qu'en fin de compte, on a véritablement la trace, l'archive de ce site web, peut-être qu'il existait avant. Par contre, malheureusement, dans la majorité des cas, je ne peux pas forcément le jouer. Mais là, il s'avère que, même s'il est quand même ancien, les liens ont été conservés je peux accéder à un certain nombre de choses. Bon, bien sûr, les liens sont peut-être brisés, mais en tout cas, j'ai quand même des liens. Et là, vous voyez, il m'envoie quand même sur une œuvre de Serge Bourchardon, et d'autres personnes, mais par contre, on ne peut pas jouer parce qu'elle n'a pas été enregistrée, mais le lien qui renvoyait à l'œuvre était conservé. Donc, c'est pas inintéressant parce qu'on conserve aussi, dans la mesure du possible, avec ce type de documentation, aussi une partie de contexte. Là, en tout cas, les hyperliens, qui sont toujours actifs ou pas, mais en tout cas, on a un peu de contexte qui est préservé. Donc, la Wayback Machine, avec ce système-là, et donc la fondation qui est derrière, qui est af.org, sont vraiment précurseurs et militent, eux, un archivage complet du web. Et en plus, ils ont une démarche extrêmement militante. Par exemple, nous, on a rencontré là, justement le fondateur, ou en tout cas un de ses collaborateurs dernièrement. Et notamment, ils ont aussi une posture très militante qui est ouverte sur le Internet libre, l'accès à tous gratuitement le plus large possible. Et notamment par rapport au changement d'administration qu'il y a eu, un certain nombre d'éléments textuels qui ont disparu des sites des différents ministères aux États-Unis, qui a annoncé qu'en gros
alors je vous dirais n'importe quoi, donc, mais qui annonçait un certain nombre de choses. Quand l'administration a changé, tous ces éléments ont disparu ou commencé à disparaître. Donc eux, ils ont décidé de lancer une grande campagne d'archivage des sites gouvernementaux américains avant que les informations qui étaient présentes soient effacées par l'administration actuelle pour conserver une trace. Donc il y a aussi cet aspect qui peut rentrer en ligne de compte. C'est un élément qui est extrêmement important au niveau de archive.org. Donc, il y a cette idée-là de ce qui est public doit rester public absolument, mais à l'inverse, donc ce qui est de la vie privée ne relève pas de ce qui est archivé par archive.org. Mais si ça a déjà en ligne, c'est important que ça le reste pour des raisons comme posture politique. Sinon, un dernier outil qui est vraiment bien, qui a été développé par Rhizome, donc Rhizome Galerie à New York, spécialisée dans la préservation d'œuvres digitales, ont créé cet outil qui est Web Recorder. Donc c'est un peu l'équivalent de Wayback Machine, c'est-à-dire de ce que font archive.org, à savoir on scanne le web et on enregistre. Là, en fin de compte, c'est vous qui allez faire vous-même votre propre enregistrement, directement à partir de l'outil, je vous montre. Et très bien fait. On tape un URL. On peut décider dans quel navigateur je vais l'enregistrer. En plus, si je ne l'ai pas, il va m'émuler le navigateur pour me donner l'impression que je suis dedans en fonction des versions et tout. Et je lance. Et là, en fin de compte, il va partir sur la page. Et là, vous voyez, tac, je suis en train d'enregistrer. En fin de compte, mais il n'enregistre pas ta navigation, il enregistre les pages sur lesquelles tu te rends. C'est ça. Donc là, il va pas, si tu veux, me remontrer ma souris en train de naviguer, qui clique sur tel truc. C'est quand on va finir l'enregistrement, il va me montrer les 2 pages sur lesquelles je suis. Puis en fait, une chose qui est importante lorsque la personne expliquait, faisait un démo finalement au centre Phi, c'est que tous les fichiers sont préservés. Donc, lorsqu'on va voir une page, on télécharge un certain nombre de fichiers CSS, JavaScript et HTML. Donc, sur des sites comme Facebook, Twitter, c'est la seule façon de reproduire l'expérience. Donc, on ne peut pas sauver une page et se déconnecter de Facebook. Donc, on sera bloqué. Par contre, si on a chacun des éléments, si on a donc toutes les petites photos, tous les fichiers JavaScript, c'est là qu'on peut reproduire l'expérience. Donc, on peut naviguer à nouveau dans le site. Donc, on peut revoir les pages qu'on a déjà vues. Mais évidemment, donc ça ne fera pas la navigation pas par pas derrière. C'est ça. Donc là, par exemple, je suis passé de 2 pages jusqu'à notre fil Twitter. Là, je peux arrêter l'enregistrement. Et vous voyez, effectivement, c'est bien 3 pages qu'il a enregistrées. Donc la première, l'accueil, la deuxième où je suis allé, puis la troisième qui est le fil Twitter. Je peux downloader cette collection dans un format qui est Web Archive, ça s'appelle, c'est WARC. Donc en plus, je peux avoir un fichier informatique qui correspond à cette navigation, que je peux réutiliser et réexploiter derrière, parce que c'est un fichier qui est quand même assez commun. Je peux créer une collection directement au sein de Rhizome. Donc par exemple, je peux faire des liens de mon site vers des archives au sein de ma collection au sein de Rhizome, etc. Donc, on peut l'embedder plus ou moins sur son site via ce fichier si on peut le réexploiter, quoi. Donc c'est quand même assez intéressant comme outil, quoi. Donc ça a été développé par Rhizome. Donc pareil, qui nous semble un outil vraiment intéressant pour ce qui est de la documentation, quoi. Un autre outil qui a été développé par Rhizome, donc en fait la personne, il y avait 2 personnes qui représentaient Rhizome et c'était extrêmement stimulant de voir qu'est-ce qu'il faisait comme développement. Donc il faut dire que Rhizome a eu plusieurs vies, donc il y a eu tout ce qui a été fait depuis les années 90, 2000, donc la période historique, mais l'organisme s'est renouvelé, ils ont agrandi l'équipe, ils ont mis sur pied une structure d'administration, mais aussi une équipe technique pérenne. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils peuvent vraiment développer des projets de fond comme ça, comme le Web Recorder. Je vous en montre un autre qui s'appelle All Web Today. La posture qu'ils ont pris pour leur autre outil qui s'appelle All Web Today, c'est vraiment d'utiliser l'émulation comme façon de sauver, entre guillemets, les œuvres perdues sur le web. Donc, au lieu de préserver les œuvres, la posture qui est utilisée ici, c'est de refaire l'environnement technologique original derrière. Donc, c'est l'idée que si on peut repartir l'équivalent d'une machine Mac de 2001 ou de 2005 avec le navigateur qui était disponible à l'époque, donc à ce moment-là, des œuvres qui étaient perdues peuvent rejouer et donc peuvent revenir à la vie comme ça. Évidemment, Flash a été la plus grande transition ratée dans l'histoire, donc au niveau des œuvres. Donc, tout ce qui est œuvre Flash peuvent aussi revenir à la vie de cette façon-là. Mais il y a aussi toutes sortes de mini-détails plus anecdotiques. Mais par exemple, certaines œuvres du début du web dépendaient d'une balise qui s'appelait Blink sur Internet. Donc Blink, c'était l'idée de faire
flasher l'écran, entre guillemets. Et donc, cette balise-là a été dépréciée, donc elle n'est plus disponible dans le web aujourd'hui. Donc, on doit remonter à des anciens navigateurs qui avaient encore cet exemple de fonctionnalité-là. Donc, c'est un exemple parmi d'autres où l'idée de revenir à l'environnement original nous permet d'avoir l'entièreté de l'expérience. Et il y a aussi l'idée de revoir les œuvres dans les navigateurs originaux, donc dans le contexte original. Donc de quoi ça avait l'air le Netscape de 2001, de quoi ça avait l'air l'Explorer à l'époque aussi. Donc tout ça, c'est All Web Today qui nous permet de revenir à ça. Et donc, évidemment, en informatique, émuler est un terme extrêmement connu. Donc, on peut émuler que ce soit des jeux de console, des jeux Nintendo, toutes sortes de programmes qu'on peut refaire jouer dans des environnements différents. Mais pour les œuvres, c'est l'idée donc de pouvoir recréer un environnement et pouvoir refaire jouer l'œuvre derrière. Donc, finalement, ce qu'on fait ici, c'est de reproduire le fonctionnement à l'identique. Donc, une fois qu'on est encapsulé dans notre nouvelle fenêtre. Donc, l'écran sera exactement identique. Par contre, c'est vraiment tout ce qui entoure l'œuvre qui sera différent. Donc, par exemple, on recrée un ordinateur de 2001, mais sur notre laptop, sur notre ordinateur portable d'aujourd'hui. Donc, si, dans la mesure où cette posture-là marche, ça voudrait dire qu'on pourrait, dans beaucoup de cas, au lieu de conserver des éléments physiques, donc on pourrait vraiment reproduire et virtualiser un maximum de ces éléments-là. Donc, finalement, la mission de Rhizome à ce moment-là, dans cette posture-là, c'est de multiplier les environnements, donc faire des copies machines de chacun des environnements qui étaient disponibles et les rendre au public, les rendre disponibles au public. On peut peut-être ouvrir All Web Today, puis je pourrais vous donner un exemple. J'ai sur ça. Oui, s'il te plaît. Donc, on va faire la démonstration directe. On va aller sur dreamingmethods.com/. Puis, comme browser, on va choisir le plus récent. Donc, on va choisir le Chrome qui est tout en bas. Non, on va aller dans Google Chrome, puisque ouais, okay. C'est le seul qui a Flash pour l'instant. Donc, c'est essentiel de l'avoir. Ouais. Rhizome est en partenariat avec Archive-Hub pour retrouver donc, dans la collection de archive.org, donc le Wayback Machine qu'on a mentionné tout à l'heure, donc mentionner des ressources qui existent auparavant. Donc pour une œuvre, on peut revoir toutes les captures d'écran faites dans archive.org derrière. Et donc, on peut peut-être, si on tape dreamingmethod.inside dans un autre navigateur, on peut peut-être faire le test. Cliquer dans la page. Et donc, contrairement à la navigation filmée, donc là, j'ai tout ce qui était préservé dans archive.org est disponible. Donc, je peux naviguer dans l'œuvre. Donc, je peux prendre tous les chemins, je peux prendre toutes les combinaisons possibles que je souhaite. Je peux donc revivre l'expérience. Ce qui est le problème aujourd'hui avec les... C'était ça que tu voulais montrer. Oui, c'est ça. Okay. Donc, essentiellement sur les tablettes, bon, tout ce qui est téléphone, tablette, montre désormais, pour la majorité des œuvres de l'époque, on a ça. Donc, ça permet de refaire jouer des œuvres qui étaient disparues ou des œuvres qui étaient propres à un contexte particulier. On se souvient qu'au début du web, 95-2000, il y a beaucoup de choses qui étaient spécifiques à des environnements. On avait besoin d'une telle version, donc ça jouait dans Director ou dans différents outils comme ça, donc qui étaient vraiment spécifiques. On devait installer un plugin Java, mais tel plugin Java en particulier et pas un autre. Donc ce genre de combinaison-là, c'est des choses qu'on peut reproduire avec All Web. Je vais vous donner un autre exemple, qui est variablemedia.net. Donc, l'ironie de la chose, c'est que Variable Media, qui était l'organisme derrière le livre que je vous ai fait circuler tout à l'heure, avait bâti entièrement son site en Flash et qui donc n'est plus accessible aujourd'hui directement. Donc, ironiquement, c'est un cas un peu particulier. Donc, ils ont fait une réflexion complète sur la préservation. Et finalement, leur site n'est plus accessible. Mais si on regarde donc dans All Web Today, on peut naviguer à nouveau. Je vais sur quelle on va prendre le Chrome encore en bas de page. Ça prend un certain temps à charger, mais on va pouvoir revoir l'animation qui était à la page d'entrée de variablemedia.net derrière, qui prend quelques temps à charger. Donc finalement, ça nous fait réfléchir à cette idée de préservation derrière. Donc ça, ce sont des exemples d'émulation. Rapidement, d'autres usages pour l'émulation qu'on a vu à la conférence au Centre Phi. Il y avait deux éléments super intéressants. On parlait il y a un professeur qui était spécialisé en jeux vidéo et qui disait qu'avec l'émulation, finalement, donc avec les jeux vidéo, on a l'ensemble des données disponibles. Donc on peut enregistrer une partie de jeux vidéo
Et si on a l'environnement nécessaire, on peut la rejouer entièrement. Donc, par exemple, si un champion du monde, entre guillemets, de tel jeu vidéo fait une partie record et qu'elle est enregistrée, donc on pourrait la rejouer. Donc, c'est une chose qui est extrêmement populaire chez la nouvelle, en fait, chez les enfants de 10 ans, 15 ans aujourd'hui, d'écouter finalement des parties célèbres, ou donc de passer des heures sur YouTube à regarder des parties de Minecraft ou d'autres jeux comme ça. Donc, eux, ils ont décidé de prendre cette idée-là, puis d'aller plus loin et vraiment de pouvoir enregistrer, reproduire. Et surtout, ce qui est intéressant au niveau académique, c'est de pouvoir citer. Donc, je peux faire une thèse et dire tel jeu à tel frame, donc dans tel contexte. Il y a une situation donnée. Voici un exemple pour mon mémoire de thèse. Et là, je peux donner une citation précise comme une référence bibliographique. Donc, je trouve ça intéressant de pouvoir pérenniser, donc rendre accessible comme n'importe quel document bibliographique les jeux. L'autre exemple qui était donné, c'était au niveau du matériel scolaire aux États-Unis. Donc, il y a beaucoup de logiciels qui étaient propres à des anciennes versions de Mac, par exemple, ou les ordinateurs qui étaient disponibles dans les années 80-90. Donc, avec archive.org, les gens peuvent finalement simplement se connecter à archive.org et revoir le logiciel sans avoir acheté ou à conserver un parc informatique de plusieurs générations derrière. Donc, pour eux, c'était un usage éducatif aussi de pouvoir rendre accessible tout ce qui a été fait comme logiciel, comme activité éducative. Donc, on peut la revoir avec archive.org et la rejouer. Donc, l'émulation permet ces usages-là également. Et voilà pour l'émulation. On peut regarder une autre stratégie, qui est la migration. Donc la migration, ça consiste donc à reproduire un élément numérique et son fonctionnement avec une autre technologie. Un cas de migration que vous connaissez tous là dans le domaine artistique web, c'est le cas de passage de Flash à HTML5. C'est-à-dire on fait migrer l'œuvre avec une autre technologie, avec un autre langage informatique pour pouvoir reproduire son fonctionnement. Donc on peut dire qu'ici, l'expérience utilisateur est tout ou partie reproduite. Donc elle peut être complètement reproduite ou en partie. Et c'est étonnant parce que c'est un Vincent Morisset, que vous connaissez, qui est un producteur québécois qui a notamment fait le clip là, Arcade Fire, Reflector, qui était présent, qui a une grosse aussi production artistique de son côté. Il a donc mis à jour en fin de compte un vieux projet qu'il avait fait quand il était étudiant. Et il a migré en fin de compte d'une ancienne technologie à une nouvelle. Et l'œuvre, en fin de compte, est absolument identique. C'est un petit bonhomme là en 3D qui bouge en fonction de ce que tu tapes sur ton clavier. Tu peux le faire danser, chanter. Sauf que il était très déçu du résultat parce qu'en fin de compte, avec la nouvelle technologie, même si c'est absolument identique, son petit personnage répond beaucoup plus rapidement qu'avant. Donc il dit c'est dommage, avant ce qui était marrant c'était le fait qu'il fallait une bonne seconde entre le moment où tu appuies puis il bouge le bras, alors que là maintenant c'est quasiment immédiat. Donc la vitesse était beaucoup plus rapide, c'était beaucoup plus maniable et tout, etc. Donc lui pour le coup il considérait que la perte de l'expérience, il y avait une vraie perte de l'expérience initiale de son œuvre dans la mesure où la migration avait induit une plus grande performance de son œuvre et finalement ça dénaturait son œuvre initiale. Et qu'il aurait aimé que ça soit encore laborieux quand on le charge et quand on l'utilise, parce que c'était vraiment comme ça qu'elle fonctionnait à l'origine. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'expérience est reproduite tout ou partie, dans le sens là, ça peut être parfait, mais des fois certains créateurs pour considérer qu'elle est en partie reproduite parce que justement cette migration peut induire des changements dans l'environnement technologique utilisé. Bon, quand même, vous avez bien compris, avec une migration, ce qu'on vise, c'est une reproduction à l'identique. Hein. Et notamment, ouais, c'est ça. On a fait beaucoup de migrations où on a migré des œuvres Flash en HTML et notamment on l'a beaucoup fait pour Bleu Orange. Un exemple plus proche de nous, donc il y a l'exemple de Vincent Morisset dont je vous parlais. Là, vous irez voir encore de l'autopromotion. On a monté une exposition en ligne qui est actuellement présentée à la Biennale de Venise, et notamment une des œuvres qu'on présente au sein de cette plateforme, c'est une œuvre de Pipin Bar, qui est un petit jeu vidéo automatique, mais qui a été créé en Flash à l'origine, et qui l'a lui-même migré en HTML5, qu'on puisse la jouer notamment dans le cadre de la Biennale. Un autre point, c'est la réinterprétation. Exactement. Donc, au niveau de la réinterprétation ici, on arrive un peu au fantasme de l'auteur, de l'artiste, de voir son œuvre survivre et de prendre plusieurs vies derrière. Donc, avec les réinterprétations, on peut être extrêmement créatif et vraiment
convertir de plusieurs façons et peut-être même à plusieurs reprises une œuvre particulière derrière. Donc, par exemple, on a un exemple ici sur la page suivante. Donc, We Feel Fine était un site web interactif donc, qui a reçu énormément de prix, qui était disponible sur place au Centre Phi également et qui a été pérennisé sous forme de publication papier. Donc, c'était une œuvre qui était beaucoup fondée sur le data, donc conserver les émotions d'une journée sur les médias sociaux. Donc, une fois qu'on a capturé ces éléments-là, donc on n'a pas besoin de mettre l'œuvre à jour. C'est plus intéressant d'avoir un format papier pour conserver finalement un portrait de ce qui s'est passé cette journée-là en particulier. Donc ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais ensuite, un autre exemple, ce serait avec tout ce qui se fait en termes de VR, donc de réalité virtuelle, de réalité augmentée. Il y a énormément d'œuvres interactives qui sont sur le point d'être converties en format VR directement. Donc évidemment, l'ONF a des projets en ce sens. Il donnait comme exemple l'œuvre Bear 71, donc une œuvre interactive dans laquelle on suivait un ours dans les prairies. Et donc là, on va pouvoir revivre un certain nombre il y avait des clips qui étaient visibles aussi et toute une navigation particulière qui avait été inventée spécialement pour cette œuvre. Donc là, on va réinventer la navigation entièrement. Donc finalement, on conserve le sujet, on conserve les matériaux originaux, mais tout ce qui est navigation et expérience va changer derrière. Un autre exemple, une autre conférencière qui est venue en après-midi et qui nous a amené un point de vue extrêmement intéressant, c'est l'idée de vraiment donner plusieurs vies à une œuvre particulière. Donc, dans son cas, Katrina Sizek avait fait un projet qui s'appelait iRise à Toronto, où des gens d'un bloc appartement particulier dans un quartier défavorisé de Toronto s'exprimaient sur divers sujets publics. Et donc, elle a fait une version directement avec des entrevues, des photos. Parmi les différentes vies qui ont été données, donc, il y a une campagne publique. Donc, la télé nationale a repris le sujet, est allé interviewer les gens derrière. Donc, les gens qui étaient dans le bloc appartement ont aussi fait des posters qui ont été affichés dans le métro de Toronto. Donc, toutes sortes d'exemples comme ça de déclinations ont fait que le projet a survécu 10 ans et a changé de titre au moins 4 ou 5 fois derrière. Et par ailleurs, ça leur a permis d'explorer finalement toutes les technologies. Donc, eux se sont dit, notre œuvre n'est pas du tout basée sur la technologie, même si on l'utilise. Le cœur de l'œuvre, c'est vraiment ce que les gens ont à dire dans ce bloc appartement. Donc, eux se sont amusés à tester tout ce qu'ils pouvaient en termes de technologie. Donc, WebGL, Flash, Street View Cam, donc des façons de reprendre. Et plus près de nous, encore une fois, les traductions de Bleu-Orange sont des exemples de réinterprétation. Donc, on a eu des cas particuliers où le passage d'une langue à l'autre, finalement, a induit énormément de changements dans le code. Donc, on donnait l'exemple, par exemple, lorsqu'on passait de l'anglais au français, c'est bien ça. Donc, la question de genre, l'idée de combiner un genre et un nom, par exemple, soulevait des questions au niveau du code. Donc, Ariane, je crois que tu étais impliquée dans ce projet. Tu as sûrement quelques exemples particuliers, mais on peut déjà lister quand même un certain nombre d'œuvres qui ont été faites, qui ont été traduites. Et donc, nous, on le met plutôt dans le... Donc, c'est pas une migration, parce qu'une migration serait, par exemple, passer plutôt de Flash à HTML5, tandis qu'ici, lorsqu'on change de contexte de langue, il y a beaucoup de réinterprétation, il y a beaucoup de changements qui sont liés au sens directement de l'œuvre. Pour que le sens soit adapté. Et le code source surtout. Alors, pour vraiment aller rapidement sur les 2 derniers points, donc d'autres stratégies, c'est d'envisager en fin de compte dès le départ l'archivage lors de la production. Donc, ça peut être fait par le truchement en fin de compte des choix technologiques qu'on va faire. Donc ça veut dire dans un certain sens que les gens tombent assez d'accord que finalement la préservation des objets numériques, c'est une tâche qui est avant tout et d'abord dévolue aux producteurs d'objets, puisque c'est les choix stratégiques en termes de technologie qu'ils vont faire dès le départ va induire en fin de compte les facilités ou pas d'archivage de l'objet. Donc finalement, un producteur d'objets numériques devrait, dans un monde idéal, toujours se poser la question de la pérennité de son objet dans le temps, notamment par le biais des choix technologiques qu'il va faire. Donc notamment lors de la production, il y a prévoir les possibilités de mise à jour de l'élément numérique plutôt d'essayer de créer un élément qui serait universellement pérenne. Donc c'est-à-dire, quand on dit ça, par exemple, utiliser un standard de code
Par exemple, du HTML5, ça serait une très bonne idée, puisque maintenant c'est communément utilisé par tous. On est à peu près sûr que ça ne va pas être abandonné au profit d'autres, qui va évoluer. Donc, on fait un choix d'une technologie qui est a priori pérenne, en envisageant en plus ces mises à jour derrière. Donc HTML5, c'est par exemple un bon choix dans ce cas-là. Utilisation aussi de technologies qui peuvent être open source. Très souvent, des technologies propriétaires sont tributaires de l'entreprise qui la maintient. Donc même très souvent, même tout le temps, quoi. L'entreprise disparaît, l'outil disparaît. Donc là, on se retrouve un petit peu embêté. Alors que si on fait le choix de l'open source, finalement, ça ne repose que sur le maintien par une communauté qui a priori continuera d'exister, mais en tout cas qui n'est pas conditionnée par l'existence d'un propriétaire qui lui pourrait maintenir. Donc les outils open source, pour plein de raisons et aussi pour ça, sont vraiment des outils qui sont très intéressants dans le développement numérique. Au-delà de la préservation lors de la production, il y a aussi une posture intellectuelle à avoir sur l'archivage, c'est-à-dire, par exemple, exercer un contrôle intellectuel sur le contenu ou sur son objet. On pense trop souvent à appliquer des licences en fin de compte à l'ensemble de ces outils concrets. Il en existe aussi bien pour les contenus, vous connaissez Creative Commons, etc., mais pour des outils comme la licence générale, libre, etc. Un autre truc qui est intéressant aussi pour éviter, c'est aussi centraliser les ressources nécessaires au bon fonctionnement de l'élément. Multiplier les moyens d'accès, conserver des backups. Bon, c'est du classique, mais c'est vraiment, je veux dire, une manière aussi d'anticiper un archivage futur que de constituer finalement un petit peu ce début de documentation qu'on pourra peut-être exploiter ou en tout cas assurément archiver. Quoi. On peut le voir avec le cas de Vincent Morissette qui nous montrait une photo de son disque dur physiquement qui avait conservé tous les layers originaux de son œuvre et ce qui a permis de la rejouer derrière. Donc c'est vraiment, on voyait vraiment le résultat de la conservation. Et enfin, rapidement pour finir, excuse-moi, un dernier point, c'est... Ce qui va intéresser nos collègues. Ouais, le web sémantique. Donc là, vraiment, on parle plutôt, on axe l'archivage par l'utilisation de la multiplication des moyens d'accès. Donc, petite définition rapidement qui nous a été donnée par le W3C, qui est le consortium qui valide tout ce qui est lié au web, entre guillemets, quoi. Donc, web sémantique fournit donc un modèle qui permet aux données d'être partagées et réutilisées entre plusieurs applications, entreprises et groupes d'utilisateurs. Je vous laisse lire la suite, mais bon, c'est assez compréhensible. L'idée, c'est vraiment de l'interopérabilité des données. Comment faire en sorte que les données puissent être standardisées et puissent s'échanger entre elles, peu importe les plateformes et les environnements différents dans lesquels elles évoluent. Donc on continue. Donc qu'est-ce qu'on cherche dans le web sémantique? Excusez-moi, je vais très vite alors qu'on pourrait passer des heures là-dessus. C'est dans un premier temps la recherche de la standardisation des données. Donc moi j'ai un code source qui est fait, je sais pas, en HTML. Moi j'ai un autre code source, c'est du PHP. J'ai un autre code source, ça serait du Java, etc. Néanmoins, les données, je voudrais qu'elles puissent être impérables sur une autre plateforme. Donc comment je vais faire, puisque ces données n'utilisent que des codes sources différents. On peut rajouter en fin de compte comme des couches de code qui là est le web sémantique, qui vient en fin de compte ajouter des balises de surqualification des éléments, donc qui vient les standardiser, puisque ce sont des standards utilisés par tous. Et finalement, quelque part, mon site qui est fait en PHP, je pourrais avoir une sortie de ces mêmes contenus encapsulés dans un autre format qui lui serait un format qui serait standard à d'autres. Donc grosso modo, peu importe la technologie que j'utilise à l'origine, le contenu que je vais sortir généralement via ce qu'on appelle des API, maintenant ce qui est très fréquent, quoi, lui, le format de données à la sortie, il est standard et peut être réutilisé par. Essentiellement, on a vu que la conservation des archives numériques soulève plusieurs questions. Donc, qui doit conserver, comment on doit le conserver. On a vu plein de stratégies pour le faire. On a vu la créativité aussi qu'utilisent les acteurs en ce moment dans le jeu pour réinventer des outils, que ce soit Exome, Archive.org et nous aussi, de notre côté, avec nos outils. Donc, faire preuve de créativité dans la conservation est extrêmement important. Puis, on a vu toute la gamme disponible, donc émulation, réinterprétation, migration, et le web sémantique comme façon de vraiment faire survivre nos données. Multiplier les accès, l'archiver sur d'autres plateformes, c'est ça. Puis il y a toujours 3 points qui sont quand même centraux à chaque fois, c'est l'accessibilité, l'expérience et le contexte. Il faudrait revenir entièrement pour faire une petite conférence sur le web sémantique par ailleurs, un de ces 4. Bon, un jour. Donc voilà. Merci Robin, merci. Excusez-moi, c'est un peu...